Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, traduit de l'américain par Marie-France Giraud, lu par moi. Un ardent désir, une nostalgie du sauvage. Dans notre cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte, nous avons laissé pousser nos cheveux et nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous, au long de nos jours et de nos nuits. Où que nous soyons, indéniablement, l'ombre qui trotte derrière nous marche à quatre pattes. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, nous avons vu la nature instinctive féminine saccagée, repoussée, envahie de constructions. On l'a malmenée, au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Cela fait des milliers d'années que, sitôt que nous avons le dos tourné, on la relègue aux terres les plus arides de la psyché. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées ou brûlées, ses tanières détruites au bulldozer, ses cycles naturels forcés à suivre des rythmes contraires à la nature pour le bon plaisir des autres. Ma vie et mon travail en tant qu'analyste jungienne, poétesse et cantadora, gardienne des vieilles histoires, m'ont appris qu'on pouvait restaurer la vitalité faiblissante des femmes en se livrant à des fouilles psycho-archéologiques des ruines de leur monde souterrain. Ces méthodes nous permettent de retrouver les voies de la psyché instinctive naturelle et, à travers sa personnification dans l'archétype de la femme sauvage, de discerner de quelle manière fonctionne la nature innée de la femme. La femme moderne est un tourbillon d'activités. On lui demande d'être tout pour tout le monde. Il y a longtemps que la vieille sagesse n'a plus cours. Ma génération d'après-guerre grandit à une époque où les femmes étaient infantilisées et traitées comme une propriété privée. Elles restaient en jachère, mais, Dieu merci, le vent apportait toujours de mauvaises herbes. Même si ce qu'elles écrivaient n'avait pas l'imprimatur, elles posaient leurs jalons. Même si ce qu'elles peignaient n'était pas reconnu, cela leur nourrissait l'âme. Il leur fallait mendier les instruments et l'espace nécessaire à leur art, et si elles ne les obtenaient pas, elles s'installaient dans les arbres, dans les grottes, dans les bois, dans les placards. Elles avaient à peine le droit de danser. Aussi dansaient-elles dans les forêts, là où personne ne pouvait les voir, ou dans les sous-sols, ou en allant vider la poubelle. Se parer était suspect. Un corps orné, un vêtement séduisant, accroissait le danger d'être victime d'une agression, sexuelle ou non. C'était une époque où les parents qui se montraient violents envers leurs enfants étaient simplement qualifiés de stricts, où l'on appelait dépression nerveuse les profondes blessures de l'esprit des femmes outrageusement exploitées, où l'on disait gentilles les jeunes filles et les femmes étroitement tenues, corsetées, muselées, et où l'on étiquetait comme mauvaises les femmes qui desserraient quelque temps l'étau. Aussi, comme beaucoup de femmes avant et après moi, ai-je vécu comme une créature, une criatura, déguisée. Comme mes sœurs, j'ai trébuché sur mes hauts talons et je suis allée chapeauter à l'église. Souvent, pourtant, ma queue fabuleuse dépassait de dessous l'ourlet de ma robe et mes oreilles pointaient jusqu'à faire glisser mon chapeau. Je n'ai pas oublié la chanson de ces années noires, Hambre del alma, le chant des âmes affamées. Mais je n'ai pas non plus oublié le joyeux canto hondo, le chant profond, dont les paroles nous reviennent quand nous travaillons à réclamer notre dû, celui de l'âme. Telle une piste qui, dans la forêt, se fait de plus en plus étroite jusqu'à sembler disparaître, la psychologie classique tourne court lorsqu'il s'agit de la femme créatrice, de la femme douée, de la femme profonde. Elle est souvent peu bavarde ou carrément silencieuse sur les questions d'une grande importance pour les femmes, celles de l'archétype, de l'intuition, du sexuel et du cyclique, des âges de la femme, de sa façon d'être, de son savoir, de la flamme de sa créativité. C'est ce qui, pendant plus de 20 ans, m'a poussée à travailler sur l'archétype de la femme sauvage. Je l'appelle la femme sauvage car ces mots mêmes, femme et sauvage, produisent l'amar o tocar a la puerta, les coups que frappe le conte de fées à la porte de la psyché féminine. L'amar o tocar a la puerta signifie littéralement
qu'on joue d'un instrument dans le but d'ouvrir une porte. Autrement dit, on utilise des mots qui provoquent l'ouverture d'un passage. Quelles que soient ses influences culturelles, toute femme comprend intuitivement les mots femme et sauvage. Quand les femmes entendent ces mots, un vieux, très vieux souvenir s'éveille, la mémoire de leur parenté absolue, indiscutable et irrévocable avec la féminité sauvage. Ce lien peut s'être distendu du fait de notre négligence, ou avoir été mis hors la loi par la culture environnante. Il a pu avoir été domestiqué à l'excès, ou bien encore, nous avons cessé de le comprendre. Mais même si nous avons oublié les noms de la femme sauvage, même si nous faisons la sourde oreille quand elle prononce le nôtre, dans la moelle de nos os, nous la connaissons, nous la désirons. Elle nous appartient, nous lui appartenons, et nous le savons. Quand les femmes ont perdu et retrouvé cette nature sauvage, elles font tout pour la garder à jamais. Elles se battent pour cela, car avec elle, leur vie créatrice s'épanouit. Avec elle, leurs amours gagnent en profondeur, en signification, en bien-être. Avec elle, les cycles de leur sexualité, de leur créativité, de leur travail se rétablissent. Elles ne sont plus les victimes désignées de la violence prédatrice des autres. Elles sont égales devant les lois de la nature, égales pour croître et lutter. Désormais, si elles sont fatiguées à la fin de la journée, c'est suite à des tâches satisfaisantes, non parce qu'elles étaient enfermées dans un travail, un état d'esprit ou une relation amoureuse étriquée. Elles savent instinctivement quand les choses doivent vivre et quand elles doivent mourir. Elles savent partir, elles savent rester. En réaffirmant leur relation avec la nature sauvage, les femmes reçoivent le don d'une observatrice intérieure permanente, d'une personne sage, visionnaire, intuitive, un oracle, une inspiratrice, quelqu'un qui écoute, crée, réalise, invente, guide, suggère, qui insuffle une vie vibrante au monde intérieur et au monde extérieur. Quand les femmes sont dans la proximité de cette nature, il émane d'elles une lumière. Ce professeur sauvage, cette mère sauvage, ce mentor sauvage soutient envers et contre tout leur vie intérieure et extérieure. Le mot sauvage n'est donc pas utilisé ici en son sens moderne, péjoratif, d'échapper à tout contrôle, mais en son sens originel de vivre une vie naturelle, une vie où la creatura, la créature, a une intégrité foncière et des limites saines. Les mots femme et sauvage créent une métaphore qui décrit la force fondatrice de l'espèce féminine. Ils personnifient cette force sans laquelle les femmes ne peuvent vivre. Comment la femme sauvage agit-elle sur les femmes? Avec elle pour allié, pour leader, pour modèle et professeur, nous ne voyons plus le monde avec nos 2 yeux seulement, mais avec les milliers d'yeux de l'intuition. L'intuition nous rend semblables à la nuit constellée d'étoiles. J'ai fait un doctorat d'ethnopsychologie clinique, discipline qui étudie à la fois la psychologie clinique et l'ethnologie, laquelle met l'accent sur l'étude de la psychologie des groupes, en particulier des tribus. Après ce doctorat, j'ai obtenu un diplôme de psychologie analytique qui m'a donné la qualité d'analyste jungienne. Mon travail avec les analysants est également enrichi par mon expérience de cantadora, mesemondo, de poétesse et d'artiste. Parfois, on me demande de raconter comment, dans mon cabinet, j'aide les femmes à retrouver leur nature sauvage. Je mets l'accent, de manière significative, sur la psychologie clinique et évolutive, et j'utilise le plus simple et le plus accessible des ingrédients pour soigner, les histoires. Nous nous servons du matériau des rêves de la patiente, qui contient maintes intrigues et histoires. Les sensations physiques de l'analysante, sa mémoire corporelle, sont aussi des histoires que l'on peut déchiffrer, lire et porter à la conscience. J'utilise en outre une forme de transe interactive, proche de l'imagination active de Jung. Il en sort aussi des histoires qui aident à mieux élucider le voyage psychique de la patiente. Nous mettons au jour le soi sauvage par le voyage psychique de la patiente. Nous mettons au jour le soi sauvage par le biais des questions spécifiques, ainsi qu'à travers l'examen de contes, de légendes, de la mythologie. En général, avec le temps, nous pouvons découvrir quel mythe ou conte de fées contient les éléments dont une femme a besoin pour son évolution psychique du moment et est susceptible de la guider. Ces histoires ont en elles
toute la dramatique de l'âme d'une femme. Elles sont comme une pièce de théâtre, avec des personnages et des indications scéniques. Les histoires soignent. J'ai été prise par elles dès la première que j'ai entendue. Elles ont un immense pouvoir. Elles ne nous demandent rien, sauf de les écouter. Elles contiennent les remèdes pour régénérer les pulsions psychiques perdues. Elles engendrent l'excitation, la tristesse, les interrogations, la nostalgie, la compréhension qui ramène spontanément à la surface l'archétype, en l'occurrence celui de la femme sauvage. Les histoires qui suivent sont celles qui, parmi des centaines dans lesquelles je me suis plongée et avec lesquelles j'ai travaillé pendant des décennies, expriment le mieux, à mes yeux, les riches bienfaits de l'archétype de la femme sauvage.